Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Artiste, entrepreneur et coach sportif, je m'appelle Alex et je place le travail corporel des acteurs au cœur de ma démarche. Développer leurs qualités physiques afin d'enrichir leur jeu et leur présence scénique, c'est tout l'objet de ma méthode Artistic Training. Entre art, sport et spiritualité, Mimesis est votre rendez-vous pour explorer, apprendre et évoluer en conscience. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Jérémy Fizet, plutôt connu sous le nom de Le Biomécanicien sur les réseaux sociaux. Jérémy, c'est un plaisir de te recevoir ce matin. Tu es coach depuis plus de 18 ans, tu es expert dans le mouvement du corps humain. Tu aides tes clients à développer un mode de vie sain et actif et à instaurer une culture quotidienne du mouvement dans leur vie. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai fait le tour? C'est bon, c'est bien, c'est une excellente introduction. Eh ben, c'est chouette de pouvoir discuter avec toi ce matin. Ça fait un petit moment que ce podcast il est dans les tuyaux et qu'on a prévu d'échanger. Et puis voilà, comme on se le disait en off, il y a eu pas mal de choses qui sont venues percuter nos emplois du temps respectifs. Donc en tout cas, je suis ravi qu'on ait pu mettre en place cet échange. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 5 questions à te poser. Tout d'abord, si tu étais un livre. Je pense que je dirais Le sensible et le mouvement de Danny Bois. Ouais, c'est un livre qui est difficile à trouver, malheureusement, parce qu'il est plus édité depuis un moment, mais je trouve que ça fait le lien autour de la philosophie du mouvement, la façon de l'incarner, l'importance, comment est-ce que ça a été un peu écarté dans la philosophie, comment c'était un peu écarté dans la phénoménologie et comment l'expérience d'habiter son corps est au centre de l'expérience d'être humain. Donc, c'est un petit livre, 150 pages, mais c'est riche, riche, j'y retourne continuellement. Alors, Le sensible et le mouvement de Danny Bois. Ah, je le connais pas du tout celui-là. Ok, faudra que j'aille voir. Allez regarder, Danny Boy est en Europe, justement. Il dirige le département département à l'Université de Lisbonne sur la perception corporelle. En tout cas, le terme exact m'échappe, là, mais voilà, il n'est pas très loin, en fait. Si tu étais un film. Peut-être un film de Kung Fu à l'ancienne chinoise avec la quête de se développer, puis d'apprendre ses skills, puis de rencontrer des obstacles avec la musique épique, puis les combats. Je sais pas, il y a quelque chose que je me suis toujours associé. Je suis très influencé par les codes, je dirais, asiatiques, là, on veut plus largement que seulement chinois. Là. Mais ouais, peut-être, je pourrais dire les vieux films asiatiques chinois avec les Jet Li, puis les Jackie Chan et tout ça. Là. Si tu étais une époque. Hmm, bonne question. Je suis heureux de vivre dans l'époque actuelle. Je trouve on est privilégié avec toutes les innovations technologiques et le retour que ça nous apporte aussi, là, de se reconnecter au corps, parce qu'on des fois, on est trop tiré d'un côté. Mais si j'étais une époque, moi, je dirais l'époque contemporaine. Je me trouve à ma place où est-ce que je suis en ce moment. Si tu étais une devise, une citation, un proverbe. Hmm. Ouais, c'est fort, ça. C'est une devise qui qui vient de la Chine. Euh, Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une habitude. Et sème une habitude, tu récolteras un destin. Oh, c'est beau ça. Puis je trouve ça central dans mon idée de culture quotidienne du mouvement, l'idée que lorsqu'on sème dans la conscience, notre conscience habite nos pensées conduisent à des actes à notre caractère, qui forgent notre caractère, éventuellement se déclinent dans des habitudes. Et éventuellement, on a un destin de santé, de mover, de connaissance de soi. Donc, je sais pas, c'est multidimensionnel, c'est puissant. Voilà. Enfin, si t'étais une créature légendaire. Hmm. Créature légendaire. Une question. Ça prend Souvent, il beaucoup y en a qui d'imaginer. disent dragon, loup-garou, Ouais, phénix. c'est un peu un loup-garou. C'est une drôle d'association. Ouais, ouais. Euh, Peut-être, je sais pas comment le phoenix, tiens. Ouais.
Parce que je sais pas, on m'a souvent attribué cette qualité d'avoir de la résilience, de savoir se réinventer. J'ai fait des affaires, tu sais, j'ai eu du succès, j'ai eu des échecs en affaires, puis de se renouveler, d'avancer. Je sais pas, j'ai ça en moi, cette capacité à laisser mourir les choses pour mieux renaître. Donc, peut-être le phénix, aussi stéréotypé que ça peut sonner. Ouais, mais pour le coup, c'est une très bonne transition avec la première question que j'allais te poser, puisque en introduction, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi le mouvement et c'est quoi ton propre parcours vis-à-vis du mouvement et du corps humain? Ouais, c'est quoi pour moi le mouvement? Wow! Tu sais, la question est toute simple, mais en fait, Ouais, parce que ça peut vouloir dire des milliards de choses, tu vois, en fonction. ouais, Tout le monde l'utilise, tu vois, c'est un mot, c'est ouais, comme l'entraînement holistique, tu vois, tout le ouais. monde utilise Ou ce mot, fonctionnel. et derrière, ouais, fonctionnel, exactement. Mais Et pour puis moi, le derrière, on mouvement, sait pas ce qu'on range, quoi. Donc, quelle est toi ta ouais, définition et qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ta vie? ça mérite vraiment de. C'est une bonne question. Alors, je dirais, tu vois, je me suis intéressé à la philosophie, puis cette idée d'être capable de définir l'être humain, euh, c'est quelque chose qui est pas arrêté puis qui est pas clair, en fait, pour l'humanité en soi, là, tout dépendant de quel axe on le prend. Mais il y a une chose pour moi, en tout cas dans ma conviction personnelle, c'est que apprendre à connaître puis à maîtriser son corps, euh, c'est une opportunité, mais c'est presque aussi une responsabilité, en fait. Donc, le mouvement, pour moi, fait partie de l'expérience humaine. C'est comme ça qu'on peut s'exprimer, c'est comme ça qu'on peut aller vers l'autre, c'est comme ça qu'on peut affirmer son identité personnelle dans la façon qu'on se tient debout entre ciel et terre, bien enraciné. On décide comment est-ce qu'on se prédispose, c'est l'idée du positionnement dans ce mot-là. Donc, je peux me prédisposer plus au niveau postural ou positionnel, si on veut, puis éventuellement, je peux aborder le monde, aller vers l'autre, euh, manifester ma façon d'être et de découvrir le monde. Puis tout ça passe par le mouvement. On a un cerveau parce qu'on peut bouger. On a un système nerveux parce qu'on peut se mettre en mouvement. Donc, pour moi, le mouvement, c'est au centre de mon intérêt d'être humain. Puis quand je rencontre d'autres êtres humains qui sont plus dans leur métier, dans leur passion, dans leur tête, des fois souvent très virtuel, un peu décorporalisé, cette idée de remettre la culture quotidienne du mouvement, c'est remettre le corps à sa juste place dans notre quotidien. C'est presque réhumaniser le quotidien, si je mets ça de façon encore plus large, là. Réhumaniser son quotidien par le mouvement. Je pense que lorsque, au sein du mouvement, il y a la respiration, il y a la façon qu'on positionne son corps, qu'on s'exprime, puis, parce que le corps est un outil de langage, un outil d'expression. Puis, pour moi, c'est l'outil premier de notre expérience sur Terre, de notre expérience humaine. Voilà, ça serait quelque Et chose c'est comme ça. marrant parce que tu as parlé de réhumanisation. Et alors moi, il y a quelque chose qui me vient directement en tête. Tu sais, dans le milieu du sport, du fitness même en général, quand on veut progresser, on parle pas de réhumaniser. On dit on va faire de toi des machines. T'as déjà entendu? Je sais pas si on dit ça aussi au Oui. Québec. On dit ça en tout Oh oui, cas oh oui. en France métropolitaine beaucoup. Et j'avais fait un post sur les réseaux sociaux là-dessus il y a quelques temps parce que enfin, ce que j'en pense et je pense que tu vas me rejoindre hein, au vu de ce que tu as dit là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que le sport, la vision qu'on a du sport dans notre vie, dans cette version très fermée, c'est que bah, le sport, c'est censé faire de nous des machines, quoi. On est censé retirer l'humain, tuer l'humain en nous pour devenir meilleur que Terminator. Et en fait, toi, tu parles de réhumaniser. Donc, en fait, quelque part, c'est l'inverse, non? Oui, 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 c'est vraiment génial que tu as observé ça aussi. Puis surtout toutes les problématiques que ça apporte que de se mettre au service de la performance. Puis ça vaut vraiment la peine que j'ouvre le sujet autour de la robustesse. Puis il y a Olivier Hamon, un biologiste, qui oppose la performance à la robustesse. Donc d'ailleurs, pour tous les auditeurs, là, c'est facile. Olivier Hamon avec un H, c'est un Français, à ce que je sache. Puis il y a un paquet de conférences là, c'est disponible, il y a des shorts, des longues, c'est très, très riche, très, très riche. Le point essentiel, c'est que selon lui, la performance, euh, c'est faux de croire que l'être humain est destiné à l'optimisation pour la performance. Pour lui, l'optimisation fragilise. Lorsqu'il est question de performance, il est question de violence. Dans un groupe, la personne la plus performante est toujours la plus violente. Ça s'observe en sport, ça s'observe dans notre capitalisme sauvage, ça s'observe si on associe performance à capitalisme sauvage, justement, là, dans lequel le monde évolue, on voit un peu ces grands courants de
cette violence-là, elle est faite aux travailleurs qui travaillent dans des compagnies qui doivent performer, elle est faite à l'environnement, dans la façon qu'on l'exploite. Elle prend toutes sortes de formes, en fait, mais ce qu'il amène comme solution, en tant que biologiste, c'est que lorsqu'on observe la biologie, on ne la rencontre pas performante, on la rencontre robuste. Puis cette définition de la robustesse, c'est la capacité d'un système à maintenir l'équilibre lorsqu'il est soumis à de grandes fluctuations. Puis il fait même le parallèle par rapport à l'ère actuelle de civilisation humaine sur Terre, où il dit on est sorti du néolithique, on est sorti de l'époque où tout est stable, où on est autour de la moyenne. On est rentré dans l'ère des grandes fluctuations qu'on le voit avec la crise climatique ou les extrêmes au niveau des sociétés, le retour des guerres. Bon, après, ça prend toutes sortes de visages. L'idée, c'est pas d'aller tomber dans la géopolitique ou plus largement, mais il fait ces parallèles-là. Puis lorsque je l'écoute, je vois toute la réflexion de mon travail avec mes athlètes, de mon travail avec ma clientèle, où les gens arrivent d'une culture de performance, arrivent d'une culture où ils ont été fragilisés par cette drive-là qui habite leur psyché toujours plus, toujours, puis surtout en continu, puis continuer à performer jour après jour, puis sans arrêt, puis on performe la semaine au travail, puis on performe la fin de semaine, puis on performe dans nos relations et que c'est transposé partout, quand il fait de multiples démonstrations que dans le fond, la biologie, elle est robuste. Puis, si on se met au service de la robustesse, on va être capable de performer lorsque ça s'impose, lorsqu'on est soumis à un haut niveau de performance. Et lorsque je travaille avec les danseurs, par exemple, ils sont dans une idée qu'ils doivent s'entraîner continuellement, puis maintenir leur niveau de performance. Puis, ils sont en train d'apprendre une pièce, ils sont en train de transférer un rôle à quelqu'un. En même temps, ils font de la recherche en studio. Ils vont au gym pour s'entraîner, puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en surentraînement, qu'ils sont dans un contexte. Parce qu'ils ont cet imaginaire qui doivent être continuellement au top, mais c'est insoutenable. C'est insoutenable pour eux, c'est insoutenable pour les chefs d'entreprise de qui je m'occupe aussi. J'ai toutes sortes de populations à qui j'adresse cette expérience de remettre le mouvement en centre de leur vie. Puis tout le monde, tous les gens que je rencontre sont construits par cette idée de performance et de performance continue, sans jamais de pause, et même allant s'améliorant. C'est insoutenable pour l'humain, je pense, puis remettre la robustesse au centre comme objectif, comme durabilité pour une carrière, mais aussi pour le bien-être du corps, capable de bouger longtemps et être bien avec son corps. Pour moi, c'est un élément central qui me passionne. Tu vois, je suis parti 5 minutes sur le sujet, là. Je pourrais continuer sur cette thématique-là. La robustesse, pour le coup, c'est vrai que c'est un terme que j'avais jamais entendu, donc je suis content de l'entendre, de t'entendre le prononcer et de faire à la fois ce parallèle et puis en même temps cette distinction avec la performance. Moi, je suis pas fermé pour te dire à la notion de performance, mais c'est vrai que la Mhm. définition que j'en ai est assez différente de celle qu'on entend. Déjà pour moi, et j'aimerais bien aussi avoir ton retour là-dessus après. Il n'y a pas tellement de différence entre la performance sportive et la performance artistique. Pour moi, la performance, c'est un état. Et c'est un état qu'on pourrait assimiler un peu à l'état de flow, tu sais, quand on travaille, qui est cet état où en fait on est dans la pleine connexion, dans la pleine concentration et qu'on est juste là, juste présent à soi. Mais à la différence de la notion de flow, pour moi, dans la notion de performance, il y a quand même la notion de dépassement. C'est à la fois une forme de connexion à l'ici et maintenant et aussi peut-être à une forme de divin, de spiritualité, quel que soit le mot qu'on emploie, mais en tout cas, c'est un moment où on transcende juste l'humain qu'on est, mais où en même temps, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Et ça, du coup, je trouve que plutôt que de... Enfin, c'est un moyen plus qu'un résultat, tu vois. Moi, je le vois plus un peu comme ça. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Oui, en fait, là, j'oppose la robustesse et la performance je l'ai opposé de la façon qu'Olivier a. Puis d'ailleurs, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Il le fait avec beaucoup plus d'éloges de façon plus élogieuse que moi, je vous rapporte ce que j'ai compris de sa pensée puis comment je le transpose. Mais je suis pas contre la performance en la condamnant, en disant c'est la violence, c'est l'oxydation, donc c'est la fragilité. Bon, ce que je vois, c'est que quand tout est mis au service de la performance uniquement, c'est là qu'on peut s'oublier, pour revenir à l'image que tu avais de une machine, puis ça peut déshumaniser. Mais au contraire, les gens qui viennent me voir, chefs d'entreprise ou danseurs athlètes ou interprètes, parce que j'ai aussi des gens qui sont pas seulement danseurs, mais qui utilisent leur corps pour interpréter des acteurs physiques, des cascadeurs, ce genre de choses-là. Euh, ils ont tous ce désir de performer, mais moindrement qu'ils ont quelques années d'expérience, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas soutenir un état continu
de haute performance, qui doivent apprendre à moduler, puis surtout réintégrer la récupération, réintégrer aussi cette idée de régénération dans leur pratique, qui est une culture que je trouve qui est pauvre. On dit, ah oui, il faut bien dormir, il faut boire de l'eau, mais c'est un peu comme, c'est évident, puis c'est là, puis c'est banalisé, quand dans le fond, c'est ce qui permet d'avoir un corps qui peut performer, qui peut offrir un état de présence, comme tu disais si bien, de juste équilibre dans l'état de flow, comme il est expliqué par Mishesh-Miali, là, qui a développé le psychologue sur l'état de flow, justement. C'est entre l'ennui puis un état trop grand de stress, où est-ce qu'on est juste dans une pleine présence à soi, state of the art, complètement à pouvoir livrer le meilleur de soi. Puis je trouve que cette idée revient à la compréhension du stress. En Amérique du Nord, ici, les gens associent cette idée que le stress, c'est mauvais et que le stress, c'est comme en anglais, ils font une bonne distinction entre distress puis eustress, E-U-stress, qui veut dire en grec bon, bon stress puis mauvais stress. Puis je trouve que quand on comprend comment être dans un état de flow, le corps va vivre toutes sortes de stress, là. Il va y avoir toutes sortes de mécanismes endocriniens qui vont se passer dans le corps, qui va nous mettre dans cet état-là, qui va nous en faire oublier notre corps, oublier le temps, qui va nous faire plonger complètement dans le travail et tout ça, tu sais. Puis, je pense que l'état de flow, comme par exemple quelqu'un qui chercherait l'état de flow au quotidien, à tout moment, du matin au soir, il va plutôt vivre un mauvais stress parce que c'est pas réaliste. Il y a une prédisposition pour avoir bien dormi, il faut être présent en soi, il faut avoir orienté nos actions, nos pensées, puis être cohérent dans ce qu'on entreprend dans sa vie. Idéalement même, c'est inscrit dans une planification un peu plus grande, sachant que notre objectif est clair, avec des étapes claires de progression. C'est le coach puis le préparateur physique en moi qui parle. Mais je pense que le stress étant méconnu, les gens vont se soumettre à plus de stress. Dans l'optique de performance, en ne comprenant pas comment bien jongler avec cette idée de bon stress et de mauvais stress. Ils vont en subir les contre-coups avec un manque de régénération. Tu sais, c'est comme les points principaux ce sont les premières questions, les premiers éléments que je mets sur la table lorsque je questionne quelqu'un avec qui je vais suivre, puis lorsque je programme un développement de capacité ou la recherche de performance durable auprès de ma clientèle. Justement, quelle forme est-ce que ça prend pour toi, cette recherche de la performance, cette préparation durable? Est-ce que du coup, comment dire, est-ce que tu vas individualiser vraiment en fonction de chaque athlète, de chaque artiste qui vient te voir, en fonction de ses objectifs, en fonction de là où il veut aller et en fonction de ses capacités? Comment est-ce que tu construis comme ça un parcours de préparation physique et mentale? Mm-hmm. C'est une bonne question. Je trouve que les danseurs, parce que c'est surtout avec eux que j'ai travaillé, les athlètes danseurs, là, c'est le principal de sorte de ma clientèle qui est en résonance avec la tienne, puis la communauté aussi. Je trouve qu'ils ont développé une très forte identité artistique au Québec, les danseurs contemporains. C'est excellent dans leur formation. Toute cette richesse, cette façon pour être au service de l'interprétation, au service de l'art, du partnering, du processus créatif. Puis, c'est comme si cette identité-là était forte, puis qui sortait de leur formation. Ici, on a un niveau collégial là, de formation professionnelle, mais on a aussi un niveau universitaire. Puis, lorsqu'ils sortent, ils sont solides sur cet aspect-là, mais lorsqu'on les questionne sur la façon qu'ils envisagent le volet athlétique, leur identité d'athlète, là, c'est toutes sortes de mythes, toutes sortes d'idées un peu floues avec des termes. Ah oui, il faut que je fasse du cardio, il faudrait que je m'entraîne, que je fasse de la musculation, mais c'est complètement flou. C'est pas orienté sur les besoins propres à leur discipline. Puis ils n'ont pas compris justement comment c'est en stressant le corps qu'on crée l'adaptation, puis qu'on peut éventuellement avoir une meilleure tolérance tissulaire, par exemple, puis avoir une meilleure force qui va être transférée dans des habiletés musculaires comme la vitesse ou la stabilité, des choses comme ça. Puis éventuellement des qualités dansées, là, avec des corporéités spécifiques ou des physicalités spécifiques propres à la danse ou au style de danse qui leur est propre. Alors, une des premières choses que je fais lorsque j'aborde un processus comme ça, c'est que j'essaie d'évaluer où se trouvent les idées reçues, le rapport au stress, le rapport à l'effort. Puis,
lorsque je les mets en mouvement, je vais voir à leur expression faciale quelle identité se met au service de l'exercice. Dans le sens que, tu sais, les danseurs contemporains vont parfois, les interprètes, avoir une espèce de visage, je ne peux pas l'imiter parce que c'est pas mon domaine, mais une espèce de visage sais, puis là, ils sont dans l'exercice, à vivre quelque chose, puis se dire, hey, attends, t'es supposé, on est dans une recherche sous un effort sous-maximal, par exemple, t'es supposé sentir, au niveau de ta perception d'effort, t'es à 7, 8 sur 10, t'es supposé dans quelque chose de, tu sais, quelque chose qui t'amène à vraiment t'investir dans, aller avoir un excellent recrutement neuromusculaire, mettre l'énergie au service, tu sais. Puis c'est là que je vois que des fois, il y a un manque d'éducation dans cette identité d'athlète, si on veut, qui fait que ben, eux, ils vont mettre leur chapeau et leur identité d'interprète au service de l'entraînement parce qu'il va devenir de meilleurs danseurs. La finalité de performance, c'est la danse, c'est les amplitudes qu'ils peuvent aller chercher, c'est les enchaînements. Tu sais, bon, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, la danse contemporaine, il y a eu tout le développement du travail au sol, les microbassies, le soft acro, de passage sur les mains, changement de hauteur avec efficacité. Tu sais, plus la danse contemporaine a déconstruit la danse classique, là, sur les très longs, très allongés, les pattes dans le front, les ports de bras et tout ça, c'est encore présent, c'est encore utile, mais on voit que la danse puis les exigences qu'on attend d'un danseur contemporain de nos jours, et le spectre est beaucoup plus large. Donc, j'essaie d'évaluer, son identité d'athlète, qu'est-ce qu'il comprend que ça implique pour cultiver cet aspect athlétique en lui, et qu'est-ce qui est déjà fort chez lui, parce qu'on a des prédispositions, on ne se ramasse pas... on ne se fait pas tordre le bras à devenir un danseur parfois par fidélité parentale. C'est un autre sujet. Mais la plupart du temps, les danseurs ont des prédispositions. Ils vont être très forts dans leurs jambes, très forts dans leur tronc, très forts dans leurs bras. Ils ont toujours quelque chose qui est comme naturel en eux. Puis il y a souvent des aspects que c'est un peu leur blind spot. Puis l'idée, c'est de faire ressortir où est-ce que tu es fort, où est-ce que tu es moins fort, quel type de force est présente en toi, puis leur expliquer qu'ils ne peuvent pas uniquement se fier sur l'efficacité de leur système facial, de leur système facial pour faire transmettre l'énergie, d'avoir un minimum d'effort, un maximum d'efficacité dans leur mouvement, puis leur dire on doit travailler certains aspects spécifiques. Là, je ne sais pas si ta question va dans le détail, si j'ouvre concrètement les aspects, comment j'aborde ça, je ne sais pas le temps qu'on a exactement, là, comment j'aborde l'aspect, mais ma porte d'entrée, mon premier niveau de réponse, ça serait ça. Je laisse me relancer si tu veux plus de détails. C'est intéressant ce que tu dis et j'ai presque envie de te partager une expérience que j'ai eue il y a peu Vas-y. de temps. Moi, des danseurs, j'en connais très très peu parce que du coup, je viens pas tellement de ce milieu. Et figure-toi qu'il y a une semaine et demie, je suis allé faire un workshop à Paris avec des danseurs professionnels et donc je me retrouve à être le seul non-danseur dans un groupe de danseurs professionnels, tu vois. Bon, au début, je suis Belle passé inaperçu. expérience. Ouais, expérience de dingue. Au début, je suis passé inaperçu, mais ça a duré 20 minutes. Après, ils se sont bien rendus compte que j'y connaissais rien parce que bah, du coup, ça allait trop vite pour moi. Et bon, à la fin du workshop, on discute, tu vois. Et en fait, il y a un danseur qui me dit, ben moi, en fait, j'aimerais bien me renforcer, mais je sais pas trop, à ton avis, étant danseur, est-ce qu'il faut que je fasse de la musculation ou du crossfit? Et moi, dans ma tête, je me dis, mais ça dépend. Je peux pas te dire c'est l'un ou l'autre parce que tu vois, ça dépend de Mhm. toi, ça dépend de tes objectifs, de ce que tu as besoin de travailler, dans quel but. Ouais. La réponse, c'est plus, ça dépend. Et ce qui m'a étonné, donc déjà, ça a été effectivement ce rapport à l'entraînement physique qui m'a semblé complètement, par rapport à la précision qu'ils avaient dans leurs mouvements en tant que danseurs, où je me dis, waouh, ils sont capables de faire des choses de dingue. C'est très beau comment ils bougent, c'est très beau comment ils déplacent son corps dans l'espace. Et puis à côté, il y a une sorte de méconnaissance de l'outil fonctionnel, entre guillemets. Donc ça, c'est vrai que j'ai été un petit peu étonné par rapport à ça. Et puis le deuxième aspect, c'est que du coup, après, on a commencé à parler un petit peu musculation, renforcement, et il me disait qu'en fait, la différence que eux, ils pressentaient, qu'ils percevaient entre la danse, par exemple, et la musculation, c'est qu'en danse, si je veux faire un porté, je vais mettre tout mon corps à disposition de ce mouvement. Par exemple, je vais engager tous mes muscles du corps pour essayer que ce soit le moins lourd possible pour pouvoir déplacer une personne, par exemple. Mhm. Alors que quand on va faire un travail de renforcement musculaire, si tu veux renforcer le dos, tu vas plutôt chercher une posture qui soit alignée pour bouger ton dos dans les dispositions les plus sécuritaires possibles et presque isoler ton mouvement, si on prend le cas de la musculation Ouais. classique, tu vois. Et donc en fait, Ouais. eux, ils ont presque une approche où ils cherchent à être dans la globalité tout le temps. C'est un petit peu le ressenti que j'ai et je sais pas si tu as Ouais. eu aussi ouais, ce constat-là. Hmm. Je pense qu'un danseur
En fait, il y a beaucoup de choses que tu as soulevées qui sont intéressantes. Effectivement, je trouve que c'est ce que je veux dire par les stéréotypes. Les danseurs arrivent, ils sont professionnels, hein? Et là, ils doivent, puis en plus, ils sont laissés à eux-mêmes. Là. Après la formation, c'est vas-y, sois prêt à tout. Puis quand je dis à tout, c'est à tous les différents types, je vais faire un pont direct, là, à tous les différents types de chorégraphes et de compagnies pour qui ils peuvent danser, dans le sens que il y a des chorégraphes au Québec qui sont très dans le. C'est presque dans la non-danse, c'est dans la présence, c'est très, très, très corporel, gestuel, puis ils vont spatialiser sur la scène et tout ça, puis c'est très beau, ça communique, ça fait vivre plein de choses. Puis il y a d'autres danseurs qui vont avoir des pirouettes, des trucs, des trucs très importants, pas nécessairement danseurs, mais chorégraphes et compagnie. Donc, le même danseur peut travailler pour les deux compagnies. Mais si un danseur travaille pendant un an pour une compagnie où c'est tout en senti, puis en présence et en fluidité, puis en efficacité de mouvement, comme je le disais, plutôt sans un travail de force majeure, sans de force maximale, de travail d'effort dynamique ou de vitesse maximale. Donc, c'est différent, ou de pliométrie, par exemple, ils vont changer de compagnie. Mais là, le chorégraphe qui a engagé ce danseur-là, il s'attend à ce qu'il puisse faire des traversées, sauter, bondir, mais ça fait un an qu'il n'est pas en train de conditionner ou d'entretenir ces habiletés-là. Donc, on s'attend que les danseurs soient capables de tout faire à un plus haut niveau de performance, impliquant toutes les différentes qualités physiques qu'un athlète peut développer. Puis c'est ce qui est intéressant de travailler avec eux, mais c'est ce qui est aussi difficile pour eux à faire le choix de qu'est-ce qu'ils doivent faire comme conditionnement. Puis avec les métiers, la façon que leurs semaines sont remplies et qu'ils se développent, ils ne peuvent pas soutenir un entraînement ils ne peuvent pas avoir un entraînement, des entraînements dans ce cas-là, qui soutiendrait toute leur capacité physique en tout temps. Il faut comme faire des choix de qu'est-ce qui est cultivé intensément pour monter un niveau, ce niveau-là en particulier. Donc, sûrement la force, moi je mets souvent la force brute, là, la force maximale au départ, pour établir une base, puis après ça, je le transfère dans des habiletés, dans la puissance, dans la vitesse maximale, dans des qualités différentes. Parce que la force, elle est maître, hein, elle est un peu au service de tout. Donc, première chose. Deuxième chose que tu as dit, cette idée de bouger globalement ou d'isoler comme les hyper, comme ils font en muscu, comme tu disais, classique, là. Je trouve que les danseurs ont raison de chercher à vivre une globalité, même s'ils ciblent une chaîne musculaire ou un côté en particulier ou une région ou un groupe musculaire en particulier, pour maintenir la cohérence de la globalité, que le cerveau est au service, est présent à ce qui se passe, puis il va chercher un maximum de connexion avec les exigences, là, le load, la charge qui est soumise dans le contexte d'entraînement, pour qu'après ça, il y ait une transférabilité de cette force-là, de cette nouvelle prise de conscience dans les mouvements. Donc ça, c'est un défi qui est vraiment le fun comme préparateur physique, de dire, OK, comment je fais pour aider mon danseur à cibler certaines régions de son corps, certaines lignes de force en particulier, mais de lui offrir quelque chose qui lui permet de mettre son corps en entier, puis de faire, en fait, la transférabilité soit toujours présente ou qu'elle soit pas loin dans le processus. Des fois, il faut cibler, comme tu le disais si bien précédemment, mais rapidement de l'aider à transférer pour faciliter le transfert d'énergie des différents segments, qui est absolument essentiel dans l'exécution de mouvements dansés ou plus performatifs. Parce qu'on peut parler aussi de cascade, on peut parler aussi d'autres contextes là, que celui de la danse. Tu as dit tout à l'heure que la force était pour toi la qualité première. C'est vrai aussi pour les danseurs, selon toi, ou en tout cas pour les artistes de manière générale? Parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire le contraire, et donc je serais assez curieux d'avoir ton avis. OK, mais ça, écoute, c'est une idée qui a énormément évolué au fil des années pour moi. Une des problématiques centrales des danseurs, c'est qu'ils sont soumis à un très grand volume de mouvements. Puis, comme je le disais tantôt, dans certains contextes, des fois, c'est juste qu'ils vont faire un intensif avec un super chorégraphe qui vient ou un intensif, ils vont chercher de nouvelles compétences et tout ça. Puis ils sont amenés, leurs articulations, leurs muscles, leurs groupes musculaires, certaines régions du corps sont amenés à vivre des contractions dont ils ne sont pas habitués. Donc, les tissus de la région n'ont pas développé la tolérance permettant de vivre l'exigence propre, que ce soit une semaine intensive ou une recherche de mouvement avec un chorégraphe de créer une pièce ou l'apprentissage d'un nouveau rôle. J'essaie de faire un portrait des différentes situations où le danseur est amené à
C'est comme n'importe qui va chez son cousin et qui dit hey, j'ai du bois à bûcher et à accorder. Tu fais pas ça normalement, tu es là, ça te tente, tu te mets à la. Puis là, tu vas bûcher avec lui pendant 3, 4 heures. La plupart des gens, même s'ils s'entraînent, même s'ils ont une activité puis ils courent, puis il y a quelque chose qui dit ben oui, mais son corps est en forme. Il fait du sport, c'est un sportif. Le corps va subir une adaptation dans les 24, 36, 48 heures qui va peut-être lui dire ah, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas ces sensations-là normalement. Il y a quelque chose de nouveau. Ben, les tissus ont vécu une situation dont ils n'étaient pas habitués. Le niveau de tolérance n'était pas habitué. Donc, cette tolérance-là, elle est générée par la tension et la compression qu'on peut mettre sur l'os, le muscle. Donc, et ça, c'est la force qui permet c'est la charge que l'on met sur les muscles, sur les os, sur le système fascia, qui permet de maintenir un haut niveau de tolérance pour ensuite mettre le corps au service de toutes sortes de situations plus pliométriques, plus de force de stabilité isométrique ou des trucs dynamiques, ou en tout cas toutes les différentes situations à laquelles un corps peut être soumis. Donc, c'est pour ça, et parce que je me ramasse souvent avec des danseurs qui sortent de la réadaptation, ils veulent revenir, puis il y a comme un gap entre ce que le physio dit, c'est bon, tu as terminé, tu peux retourner, mais lui, il se dit, ouais, mais attends, là, j'ai encore peut-être un peu de kinésiophobie, j'ai encore un peu je ne suis pas certain, il me semble que je me lancerai pas dans ce que je faisais précédemment, il manque un petit élément de conditionnement, une couple de semaines, en tout cas, en plus, il ne savent pas comment s'y prendre, pour faire le pont, pour se dire, c'est bon, c'est une histoire du passé. Puis la problématique, c'est ce que j'ai rencontré, la majorité n'arrive pas à aller au bout de leur réadaptation parce que ils ne vont pas suffisamment loader, pas seulement charger, développer une nouvelle tolérance ou retrouver la tolérance au tissu qu'ils avaient avant cette blessure qui a réduit leur activité, réduit le mouvement, puis qui a dégradé la région spécifique ou le côté ou l'unité motrice en question. Donc, encore une fois, ce qui va les ramener à niveau, c'est un travail de force. Puis quand je dis de force, c'est pas nécessairement là, c'est pas le classique là, stéréotypé avec une full charge puis de faire un RM là, ou de travailler là-dedans. C'est plutôt de charger, d'aller développer une tolérance des tissus. De là, l'idée du stress que je parlais un peu plus tôt, de mettre le stress, la programmation du stress au service de la performance ou du retour, finir la réadaptation en d'autres mots. C'est vraiment une problématique centrale, là, ce dont je viens de couvrir. Là, comme préparateur physique, je me ramasse même beaucoup de gens qui ne sont pas danseurs qui viennent me voir, qui n'ont pas réellement fini la réadaptation de leur blessure. Ils ont vu leur ostéo, ils ont vu leur physio, ils ont fait les exercices une couple de semaines, ils avaient plus mal. Quand on n'a pas mal, qu'on n'a pas un trigger qui nous rappelle quotidiennement de faire quelque chose, ben hop, ça part, ils reprennent leurs activités. Puis le jour qu'ils ont l'occasion d'aller bûcher avec le cousin, comme je le disais, pour couper du bois ou faire une activité extraordinaire, mais là, il va avoir la réponse de cette région-là. Ah oui, c'est vrai, c'était pas réglé, j'ai encore mal, c'est pas. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas recréé une tolérance capable. Cette tolérance-là, elle vient par la force. Donc, ça serait mon explication à ce jour. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, le mot qui est très à la mode, c'est la réathlétisation, qui est un petit peu dans cette zone un peu. Je sais qu'en France, c'est un peu tricky, tu vois, parce que nous, ce qu'on nous a appris en formation, c'est vraiment de pas prendre en charge des athlètes qui sont encore suivis par des kinés, qui sont encore suivis par des médecins. C'est que le coach, le préparateur physique, il intervient à la fin de cette période bah voilà, où le corps va se réparer. Et on est vraiment là pour ramener vers une performance sportive. Et du Ouais. coup, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, dans les faits, les gens viennent plutôt, enfin, les choses se font plutôt, s'imbriquent plutôt les unes avec les autres, quoi. Oui, non, ce que je te dis aussi, c'est que ça ressemble, le fonctionnement, là, le chemin linéaire de retour est le même que celui que tu viens d'expliquer au Québec. La problématique, c'est que fréquemment, quand le physiothérapeute ou le massokiné, là, chez vous, on n'a pas exactement les mêmes titres, mais quand le physiothérapeute donne le congé à l'athlète, au danseur, la subvention, le service payé, tout ça, normalement, il faut qu'il se remette au travail. Mais il y a encore toute une période de réathlétisation qui est nécessaire pour en fait retourner au travail. Puis c'est pas couvert ni financièrement dans l'accompagnement, donc c'est un peu technique, là, mais ça repousse le danseur sur scène. Mais il n'a pas terminé
il n'est pas prêt, exactement. Donc là, c'est là que moi, je me ramasse avec quelqu'un qui doit se remettre au travail, donc qui doit subir de grands stress multiples caractérisés par pour qui il danse, puis comment sa profession s'exprime pour lui. Et une articulation ou une région, une partie de son corps qui n'est pas tout à fait prête encore, qui a besoin de la réathlétisation dont tu parlais tantôt, et ce nombre de semaines pour pouvoir refaire. Donc, dans un chemin idéal, tout est là, puis la personne son chemin, puis on contrôle tous les stresseurs autour, puis elle n'a pas le stress de payer son loyer, elle n'a pas le stress de toujours être désirée pour être réengagé dans d'autres compagnies, d'être présent sur la scène, parce qu'il y a tout cet aspect psychologique qui apporte un stress supplémentaire. Puis, depuis tantôt, on est très dans le stress mécanique, la quantification du stress mécanique, comment la programmer et tout ça. Mais la personne nous arrive avec de multiples dimensions, comment elle se projette comme interprète, ce qu'elle a envie de réaliser, comment elle est désirée, comment est-ce qu'elle est vue, pour qui elle travaille, pour qui elle veut travailler, même au sein des dynamiques, au sein même de la compagnie, les différents rôles. Donc, c'est toutes des choses qui ressortent très rapidement. C'est des choses qui viennent sans être de psychologue, là. C'est des choses qui sont adressées, qui me sont adressées, parce que ça vient comme un ensemble pour le danseur. Le danseur a sa blessure, mais là, c'est la façon qu'il est vu. Puis là, finalement, son rôle a été un petit peu changé, modulé, puis il a été un peu tassé parce que là, il n'arrive pas à fournir le niveau de performance désiré. Donc, tu sais, la personne arrive, on est là comme préparateur physique, puis on a nos lunettes ou notre grille d'analyse qui nous permet de dire où est-ce que tu te situes, où est-ce qu'on peut aller, puis la façon qu'on peut le programmer. Mais la personne arrive avec un ensemble de stress. Puis au Québec, souvent, les athlètes, dans presque toutes les disciplines, ne gagnent pas beaucoup de revenus. Donc, il y a une précarité. Donc, une précarité financière, de stabilité, de travailler, d'être engagé. Donc, ça vient, le corps est dans un état, souvent, qui va être difficile pour pouvoir rajouter du stress mécanique et avoir le résultat pour terminer la courbe, puis le retour au niveau. Donc, ça nous remet au début de notre conversation que l'être humain, avec son mouvement et sa façon qu'il s'exprime dans le monde, on s'exprime comme en performance, si on veut, mais nous sommes un tout. Puis on vient avec notre psyché, nos émotions, en fait, le stress associé à notre psyché, à nos émotions, et toutes les différentes sphères financières et tout ça. Est-ce que tu intègres aussi, parce qu'on a parlé du travail de force, ça m'amène à te demander, est-ce que tu intègres aussi un travail sur le système nerveux dans tes préparations? Et si oui, quelle forme est-ce qu'il prend? Est-ce que tu vas, je sais pas, faire des bilans sur tout ce qui peut être neurologie aussi avec tes clients, avec les personnes que tu accompagnes ou pas? Ben, moi, j'agis aussi comme posturologue dans mes interventions. Donc, je vais tester, bien sûr, les principaux capteurs, là, donc pied, œil, système vestibulaire, le tactile en lien avec les réflexes archaïques. Puis, donc, on est directement dans la neurologie fonctionnelle avec une approche comme ça. Puis, c'est intéressant, lorsqu'on soumet quelqu'un à un test ou à un exercice, on va tout de suite pouvoir observer la réponse du système postural, dans ce cas-là spécifiquement, donc du système nerveux, et voir s'il est capable, en fait, s'il est capable de tolérer cette stimulation-là. Est-ce que la réponse, elle est compensatoire ou elle est juste assez stimulante pour permettre une plasticité, pour permettre, en fait, de venir supporter la plasticité puis une adaptation de réengrammer un nouveau schéma moteur, par exemple, dans le cerveau. Donc, oui, je prends ça en ligne de compte avec l'œil du posturologue, mais aussi à travers la respiration, parce que la respiration est quand même un mouvement premier, central. La façon que la personne est capable d'utiliser sa respiration pour se mobiliser, pour se gainer. Puis, après ça, il y a des questions il y a diverses questions, surtout en lien avec la régénération, toute la sphère de régénération. Là, c'est une des sphères clés que je questionne, qui vont me donner beaucoup d'informations sur la qualité de son système nerveux. En fait, est-ce que la personne elle est en état d'hypervigilance? Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'il y a de l'espace, en fait, pour amener du nouveau dans son corps, où il y a juste une hyper-réactivité? Tu sais, à l'extrême, on va le voir par quelqu'un qui va avoir le corps qui va être shaky comme ça. Tu sais. Mais des fois, c'est un petit peu plus subtil que ça, puis ça va toujours se répercuter dans l'alimentation, l'hydratation, dans le sommeil, dans tous les éléments clés qui sont de l'ordre de la régénération, c'est-à-dire toutes ces choses que l'on fait pour que le corps puisse récupérer. Donc, à travers les questionnaires que j'utilise,
il y a beaucoup d'informations sur la qualité et l'efficacité de son système nerveux central. Dans les grandes lignes, ce serait mon niveau de réponse. Ouais. Quand on s'est eu au téléphone, quand on a préparé cet entretien, on a un petit peu parlé d'Ido Portal, que tu connais bien, je crois, enfin en tout cas dont tu connais le travail, et qui moi m'a inspiré aussi à un moment de ma pratique. Et je me demandais, la question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu perçois aujourd'hui le travail de mouvement que peut faire Ido Portal, cette famille de mouvements-là, et comment tu l'intègres à ton travail? Et surtout, est-ce que tu as vu des limites avec le temps? Et je vais te dire pourquoi est-ce que je te pose cette question. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis arrivé un petit peu dans cette sphère du mouvement que j'ai découvert, je me suis dit, c'est quoi cet endroit un peu obscur où en fait les gens soulèvent pas des poids de manière classique et ils bougent leur corps un petit peu différemment. Et c'est vrai que quand tu discutes un petit peu avec des gens, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah bah non, nous on fait plus du tout de musculation, on fait que du mouvement. Ouais, d'accord, mais c'est quoi le mouvement pour toi? Est-ce que du coup c'est juste une espèce ouais, de mise en mouvement comme ça du corps, un peu dansé pour le coup. Et donc, en fait, enfin, quand on arrive là-dedans et quand on ne connaît pas, on pourrait, en tout cas, moi j'ai eu, je ne vais pas généraliser, mais j'ai eu la sensation que peut-être c'est suffisant. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que ce que moi j'ai envie d'appeler mouvement pour le coup, c'est un mélange d'un peu tout ça. C'est un mélange de travail de force, un mélange de travail d'hypertrophie, un mélange de travail sur le système nerveux, un petit peu tout ce qu'on a dit là, tu vois. Et en fait, je me rends compte que ça nous aide pas de mettre les choses de nouveau dans des cases et que cette approche aussi qu'on peut voir, où on va simplement travailler peut-être sur sa mobilité, etc. Je trouve que j'en vois aussi un petit peu les limites. Et je voulais avoir aussi ton retour là-dessus. Wow. C'est comme le début, le début de ta question m'amène des réponses, puis la fin de ta question m'amène complètement ailleurs. Je vais essayer de trouver. J'ai encore du temps, c'est bien. Euh, pour les populations avec qui j'ai travaillé, j'ai trouvé que la proposition d'Ido-Portal était vite exigeante en termes de mouvement locomoteur au sol. Si on prend le lézard, en fait, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, là, les trucs où on reste très proche du sol, et puis il y a toute la dynamique avec les jambes en arrière qui font toute la coxo qui fait rotation interne, puis ça donne l'impression qu'il y a une queue derrière. Avec le corps qui reste proche du sol, ce mouvement-là, il est extrêmement exigeant. Au niveau de la complexité de la coordination, puis le niveau de force qui doit être donné. Aussi les mouvements dynamiques, de passage sur les mains, de passage sur les mains avec torsion pour sortir, faire une espèce de 180, un peu comme une rondade en gymnastique. C'est des mouvements qui nécessitent que l'ensemble des articulations soient conditionnées, cohérentes dans leur capacité à transmettre la force d'un segment à l'autre. On parlait de tolérance tissulaire tantôt. Il y a tout un chemin pour pouvoir se rendre là. Au-delà de dire, ah, mais regarde, c'est assez simple en fait. Quand tu poses tes mains, là, tu lances ta jambe gauche, puis là, tu vas présenter ton bassin, puis là, hop, ça va te faire tourner, puis là, tu tombes sur tes pieds. OK. Effectivement, si je fais confiance à la technique, puis j'y vais à fond, un peu comme les breakdancers font, à force d'observer, puis de se donner des commentaires entre eux, puis des trucs de comment est-ce qu'eux, ils spatialisent ou comment ils visualisent avec des mots ou des cues, des fois des cues sonores. Ils vont faire des tricks, puis ils vont se casser la gueule jusqu'à ce qu'ils réussissent à le faire. Puis ils réussissent des choses incroyables. Mais encore là, chez les breakdancers, aussi j'ai des clients breakdancers, il y a aussi des lacunes, énormément de lacunes en termes de compréhension de préparation physique. Je reviens à ce que tu disais. Donc, je trouve que la contribution d'Ido Portal, elle est géniale parce qu'il a amené une prise de conscience qu'on peut jouer, on peut jouer avec son corps, aller juste choisir sa cage thoracique, aller se mobiliser, puis avoir quelqu'un qui vient, puis qui nous, puis je vais essayer de tasser ou qui va juste faire des lignes vers nous, on est obligé d'esquiver en mobilisant une masse en particulier, comme juste ma masse pelvienne ou juste ma cage thoracique ou tout le travail de vague vertébrale. Donc, on dirait qu'il a je suis heureux à travers cette culture du mouvement qui a réussi à éveiller ses consciences qu'on peut jouer avec son corps dans le sens du mouvement, puis se mettre en relation avec l'autre aussi. Il y a beaucoup de jeux de dynamique à deux, à l'esquiver, la gestion de distance, de changement de hauteur également. Donc, je trouve ça, je trouve ça bien. Maintenant, le travail avec le poids du corps, bodyweight training, c'est là que ça nous reconduit. Puis ça nous reconduit à la calisthénie. Donc, tu sais, cette discipline-là qui nous vient d'une autre époque, là, kalos et sténos, beau et fort. Donc, cette idée qu'on peut, avec le poids de son corps, développer ses capacités physiques, puis éventuellement ses musculatures et tout ça. Puis, je suis
Je suis d'accord que l'on peut faire beaucoup avec le poids du corps, à condition que l'on sait programmer de l'adaptation. Ça revient à la compréhension du stress. Puis encore une fois, c'est une pierre manquante dans l'édifice de la compréhension de bien des gens, même des gens qui font de la calisthénie. Je trouve qu'à travers les années, tu sais, moi, j'offrais des cours de calisthénie en 2008, parce que ça fait un moment déjà, là, où est-ce que c'était des vidéos de gens à New York dans les street workouts, puis que ça venait de Russie. Puis c'était encore un peu ghetto. Tu sais, ils appelaient ça ghetto training. Là. Puis ça l'a pris en qualité. Puis il y a des préparateurs physiques qui sont intéressés, puis en tout cas mieux que jamais, permettant d'utiliser l'unique poids du corps pour avoir du résultat. Donc oui, définitivement, il y a quelque chose à tirer de ça. Pour, après ça, sortir d'une idée de conditionnement spécifique à l'aïdo-portal ou en calisthénie, puis regarder les besoins de l'humain. Je vais revenir à mon approche de la culture quotidienne du mouvement parce que c'est la somme de mes presque 20 ans maintenant de travail, là, de réflexion active sur ce sujet-là. Je pense que pour avoir une pratique de mouvement complète, on doit avoir 3 pratiques. Une de l'ordre de la régénération, c'est ce que j'ai dit tantôt, qui est de s'assurer de supporter les processus de récupération du corps. Donc, c'est une tâche, c'est un travail sur le système nerveux, c'est un travail sur sa respiration, c'est de libérer sa respiration, c'est un travail de mobilité, mais pas de mobilité pour gagner en amplitude, mais juste aller voir qu'est-ce qui est disponible, comment ça coulisse, comment ça respire, comment on peut connecter les extrémités avec le centre ou une extrémité avec une autre, puis c'est smooth, c'est doux, on n'a pas chaud nécessairement, on n'est pas dans l'ordre des systèmes de développement d'énergie ou de développement de force. Donc, tout ce volet, puis il y a des gens, il y a des humains qui veulent juste faire ça. Ils ne veulent pas forcer, ils n'aiment pas ça et tout ça. Ils peuvent quand même avoir une culture du mouvement en favorisant ce volet-là. Mais ce serait incomplet, selon moi. Le deuxième volet, c'est, je ne sais pas trop comment l'appeler, pendant longtemps, j'ai appelé ça refonctionnalisation. C'est un néologisme. Redonner la fonction au corps. Donc, c'est un peu entretenir ce qui est là. Donc là, on est dans la mobilité, sous ces différentes expressions que l'on voit en ligne, autant d'aller mobiliser une articulation pour pouvoir aller redonner de la synovie. La synovie, c'est la graisse des articulations, de s'assurer que ça coulisse bien, qu'il n'y a pas de tension excessive. Aussi, aller travailler des fins d'amplitude, peut-être avec la façon que Andreo Spina le fait, là, le Canadien, là, avec Kinstretch, puis FRC, tout ça, où là, on peut aller travailler, puis aller gagner en amplitude en utilisant les différentes les mécanismes neurologiques là, de contracrelage, puis d'inhibition et tout ça. Ça, pour moi, c'est comme si souvent on va suggérer de faire un warm-up, une espèce de réchauffement du corps avant de faire un conditionnement. C'est l'équivalent du warm-up. Tu t'actives, tu te réchauffes, tu connectes, tout est là, tu commences à avoir chaud. Enfin, c'est suffisant. Il y a des gens pour qui c'est suffisant. Ils ne veulent pas aller dans l'autre, mais au moins, il va y avoir eu ce réchauffement, ce changement de la température. Il va y avoir la connexion des mouvements contralatérales, homolatérales, des enroulements, du redressement, de l'extension, de la rotation, des torsions. Et on va avoir mobilisé, activé les possibles du corps. Donc, on peut appeler ça de l'entretien ou de la mise à niveau ou de la refonctionnalisation quand on met un peu trop d'intellectualisation là-dedans, comme je le fais. Et le troisième volet de la pratique du mouvement, c'est le développement de capacités physiques. Puis ça, c'est personnel à chacun. Il y a des gens qui vont triper à devenir super forts, à faire du powerlifting. Il y a des gens qui vont triper à mettre le système aérobie puis au service de leurs activités, puis ils vont aller faire de la course, puis ils vont aller de longue distance ou du ski de fond ou différentes activités de fond, en fait. Puis il y en a d'autres que ça va être du sport, puis de ci, puis de ça. Puis je trouve que là, c'est personnel, puis c'est là qu'on peut personnaliser. Les besoins d'entretien sont propres à l'humain. Les besoins de régénération dont je parlais sont propres à l'humain. Il y a des piliers communs que l'on ne peut pas s'échapper, en fait. Puis quelqu'un qui est très sportif, qui s'entraîne, puis qui développe ses capacités, puis qui avance, bien, quand il vient me voir, là où le bas blesse, c'est qu'il ne fait pas assez de régénération, puis il n'a pas compris comment entretenir son corps. Puis quelqu'un qui est là dans son yoga, puis dans son qigong, puis qui était dans la connexion, la respiration, puis sa centralisation, ben c'est super, mais il lui manque un développement de capacité pour pouvoir justement avoir une meilleure tolérance des tissus ou pour pouvoir dépasser ou avancer ou même éventuellement juste contrer la sarcopénie, là, la dégradation progressive avec l'âge de notre masse musculaire, par exemple. Donc, ou juste l'entretien selon ce que la science de la santé nous dit là, au niveau du VO2 max, la force de préhension. Il y a des choses qui sont des indicateurs de santé qui sont centrales. Pour avoir une bonne santé, il y a des petites choses en termes de développement de capacité qu'il faut faire pour rester en santé toute sa vie. T'sais. Donc, ça couvre
les trois pôles sous ce grand chapeau de culture quotidienne du mouvement, il y aurait ces trois pratiques-là. Puis après, le quotidien est saupoudré de ces pratiques. Donc, si je suis malade, je suis fatigué, je ne peux pas sortir, j'ai une grippe ou quelque chose comme ça, je peux quand même faire de la régénération. Je peux me mobiliser, je peux descendre au sol, faire des spirales, faire des enroulements. Je peux aller faire un travail qui va faciliter la circulation, déclencher une petite réponse du stress, qui va aider la récupération du corps, puis la guérison. Il y a toujours un équilibre. Si j'arrive pas je suis trop raqué parce que j'ai poussé un peu trop fort dans un contexte de compétition ou de pratique, ben le lendemain, je peux faire une pratique d'entretien ou de refonctionnalisation, puis aller voir, puis tout remettre en connexion pour supporter la récupération de cette pratique-là. Donc, je pense que de venir maîtriser sa culture quotidienne du mouvement, pour moi, c'est d'être capable de jongler avec ces trois pratiques-là, de savoir aussi la périodiser comme un préparateur physique, comme toi, c'est le faire, de dire, OK, mais là, je vais faire un développement plus de ma force, par exemple. Bien, je me prends un nombre de semaines. Je sais que dans mon temps, j'ai pas beaucoup de stress au travail, j'ai pas beaucoup, c'est l'été où il se passe ça. OK, bien, je vais mettre un focus là-dessus. Je vais remettre ma force à niveau. Puis après ça, je vais pouvoir partir plus en mouvement, puis aller explorer ma capacité à lier des enchaînements au sol, à la hydroportale ou à maintenant l'animal flow ou juste comme les danseurs contemporains le font, de trouver des nouveaux chemins pour lier les différentes hauteurs, changer de hauteur avec efficacité. Mais il va falloir éventuellement revenir et aussi faire un travail aérobique, un travail qui maintient notre VO2 max. Puis, tu vois un peu comment, donc, pour moi, dans l'année, comme l'on vit des saisons, on a l'occasion de venir moduler nos pratiques, puis de venir remettre à niveau peut-être des pratiques qui ont été délaissées au service d'un plus haut niveau de complexité dans nos mouvements ou au service d'une meilleure capacité à connecter à soi avec sa respiration, dans la qualité de sa présence à soi, qui est aussi un travail de mouvement, qui est aussi un travail corporel qui est tout aussi valable que d'entretenir sa force ou entretenir son VO2 max ou sa force de préhension, qui sont des indicateurs mesurables et objectivables de la santé. Donc, ouais, ça chapeaute un peu ma grande idée de pourquoi le mouvement est important, le mouvement tel qu'il est promu par Ido Portal et autres, mais comment il y aurait un piège à idéaliser et à restreindre, de dire « Ah oui, je vais devenir un maître dans ces mouvements-là, puis tout va se développer autour de ma capacité d'écoute, puis d'esquiver, puis de bondir, puis de changer de hauteur efficacement. » Tu sais, j'ai longtemps promu l'art de l'agilité qui est capable de changer sur 7 niveaux-là, donc capable de se mobiliser, de se déplacer couché au sol, en quadrupédie, accroupi, en squat, debout, en sautant, puis en grimpant. Puis la diversité du répertoire pour passer d'un niveau à l'autre et les enchaîner. Donc, tu sais, j'ai longtemps promu ça, mais éventuellement en rencontrant les limites de dire « Ah, mais ici, il manque de force pour pouvoir passer, puis lier tel élément. » Puis ça, c'est seulement en développant ma force dans une trame indépendante où je périodise de la bonne façon en respectant les règles que l'on connaît pour créer du stress dans le corps, créer une adaptation tissulaire qui va faire que je vais être capable de dégager plus de force pour mieux transitionner éventuellement dans une expression créative, un peu comme Marcelo Palazzo le fait de façon brillante avec son offre en ligne, où il fait des passages d'obstacles, il fait des montées, toutes sortes de différentes façons, dans plein d'angles funky de monter. Il y a un travail de force qui s'impose éventuellement, un travail de mobilité, un travail de présence, puis de trouver l'équilibre dans tout ça. C'est passionnant parce que dans ce que tu dis, on comprend vraiment en fait que du coup c'est accessible pour tout le monde parce que quel que soit et le niveau et la période à laquelle on en est dans notre vie, si tu veux, on peut prendre une porte d'entrée différente. Une personne qui effectivement va t'arriver, qui est très fatiguée, qui sort peut-être d'un burn-out ou d'une période où elle n'a pas du tout été à l'écoute de son corps, effectivement peut-être que d'abord ça va être de la régénération qu'il va falloir faire, tu vois. Exactement. Et en fonction en est, tu vois, et du coup, ça devient accessible. Et en fait, tu peux choisir juste l'angle d'attaque. C'est plus vraiment une pyramide, quoi. C'est presque un cercle où du coup, tu rentres un peu par où tu veux. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je trouve que ça calme le jeu parce que les gens disent « Ah, il faut que je me mette en forme. » Avec toute une espèce de Ouais. construction sociétale qui vient. Il faut que j'aille faire de la musculation. Mm. Puis, souvent, ça crée plus de barrières entre ce désir-là, qui en fait, est-ce que c'est un vrai désir ou c'est parce qu'on t'a dit que tu devais y aller pour répondre aux standards, en tout cas, toute cette espèce de construction. Puis là, juste de dire, dans le fond, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. J'ai envie de me sentir bien avant de me sentir beau. Puis normalement, quand on se sent bien,
mais c'est plus facile de se sentir beau. Tu sais, il y a comme un... il y a Godelieve, Dennis Treuf, là, moi j'ai fait l'approche belge là, de physiothérapie, de la biomécanique, les chaînes musculaires et articulaires de Godelieve, Dennis Treuf. Elle disait, euh, l'être est dans l'os et le paraître est dans le muscle. J'ai toujours trouvé ça extrêmement puissant comme idée. Donc, tu sais, les gens qui vont muscler puis aller construire cette espèce de. Puis là, on les voit comme ça, tu sais, puis on est comme wow, tu sais, mais c'est leur musculature qui a été travaillée, puis on est dans le paraître. Versus d'être capable de descendre dans ses appuis, dans son ossature, d'aller mettre son ossature au service de mouvements plus complexes, puis de transmission de la force et tout ça, qui est une excellente façon d'aborder, pour avoir une grande cohérence dans son corps. Le système fascia supporte tout ça, puis transfère la force d'une extrémité à l'autre. Ben là, on est plus dans l'être. Puis l'idée, c'est de trouver l'espèce d'équilibre entre les deux. Donc, j'ai toujours trouvé ça inspirant comme vision. Puis, c'est une des raisons pourquoi, lorsque je fais ma pédagogie, lorsque j'enseigne aux gens, je leur fais pas juste une périodisation stricte. Je leur donne des repères osseux. On va tapoter l'os. On va tenter d'avoir je vais essayer de tenter de leur donner une meilleure capacité à imaginer leur ossature, leur charpente osseuse, pour plus facilement la mettre au service d'un bon positionnement et d'un geste de qualité lorsqu'ils auront à le faire en conditionnement ou même dans un contexte de performance. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaiterais développer avant qu'on clôture ce podcast? Je suis content d'avoir pu te présenter ma vision de culture quotidienne du mouvement. C'est la somme de plusieurs années de réflexion parce que j'étais en conflit avec cette idée d'éducation somatique, d'éducation physique et de performance. Puis de trouver la façon de lier ces trois thématiques. Et je suis content d'avoir pu te partager ça, puis de pouvoir le partager à tes auditeurs aussi, là, les gens qui vont pouvoir connecter avec cette idée-là. Puis de calmer le jeu par rapport à cette idée de bouger. On ne peut pas toujours s'entraîner tous les jours de façon intense tout au long de la vie. Il y a comme quelque chose où il faut savoir qu'on vit des saisons aussi, puis qu'il y a moyen de calmer le jeu. Puis c'est pas d'arrêter. La problématique, c'est d'arrêter de bouger. Elle est là, la problématique. Donc, c'est plutôt de moduler, travailler d'autres choses, puis quand l'énergie revient, puis qu'on a de la place dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, pour pouvoir se dire, je vais m'améliorer, tout ça, ben là, on peut se coincer dans une périodisation et dire, OK, je travaille quelques semaines de façon très intense, très exigeante pour pouvoir m'améliorer. Donc, trouver un équilibre dans tout ça, ça me semble, c'est ce que j'essaie d'offrir une façon la plus douce et la plus motivante, enfin stimulante, sans être stricte et contraignante. Voici comment, puis là, il faut que tu souffles, puis ta, puis tu vas devenir une machine, puis bam, 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 tu sais, puis il y a des gens qui carburent à ça. Mais pour la majorité des humains, c'est plutôt leur offrir un cadre plus libre, plus flexible, on pourrait dire. Donc, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais voilà, c'est un complément d'information sur la culture quotidienne du mouvement. Je pense qu'on a couvert l'essentiel des sujets qu'on avait discutés ensemble. Ouais, ouais, c'est top. En tout cas, je suis ravi de cet échange. Effectivement, hein, on a pu aborder plein de points. Donc, je te remercie de nous avoir partagé tout ça. Avant qu'on se quitte, il y a une dernière question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Est-ce que tu peux nous partager une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Hmm. Je pense que ça revient au début de la conversation avec la notion de robustesse. C'est vraiment quelque chose je trouve, qui me réconcilie avec ma manière de me projeter, avec mes projets entrepreneuriaux, avec ma famille. Moi, j'ai 2 enfants, avec ma propre construction corporelle, mon propre travail corporel, puis de viser la robustesse plutôt que la performance à tout prix. C'est une leçon philosophique, mais que je trouve qui se transpose bien comme une grille de pensée dans nos processus décisionnels de qu'est-ce qu'on décide de faire ou non, qu'est-ce qu'on décide de prioriser ou non, en misant sur la robustesse. Puis je pense que cette idée, bien qu'elle m'inspire personnellement, elle a une puissance collectivement à réfléchir comment on peut, ensemble, en tant que civilisation, en tant que communauté humaine, réfléchir à la robustesse de la qualité de nos relations, du style de vie qu'on voit de nos modes de vie. Je vous invite à aller voir qu'est-ce que Olivier Avant dit sur le sujet et toute autre personne inspirée sur la question. Euh, c'est une bonne leçon qui transforme, depuis bientôt peut-être une bonne année, là, ma philosophie
et ma prise en charge auprès de ma clientèle et ma décision, de multiples décisions que je prends personnellement par rapport à mon développement d'affaires puis mon développement professionnel. Ouais. Super, et ben merci beaucoup Jérémy, c'était encore une fois un plaisir et puis bah à très bientôt, j'espère. Ça aurait été agréable. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.